Et essentiellement la contrebande, il y a aussi la prostitution, le trafic d'armes, les stupéfiants, etc. Ça, c'est sous la rubrique illégale. Énormément de cash qui circulent dans le pays, essentiellement en raison de la contrebande de deux produits qui font beaucoup de mal à ce pays, on va l'expliquer beaucoup, c'est le tabac et l'essence, qui rentrent par la frontière libyenne et algérienne. Une autre saillance, ce sont les secteurs informels. C'est les micro-entreprises et les petits métiers. Vous avez bien compris que c'est là où il y a le plus gros morceau. C'est 35% du pays. En Tunisie, c'est très difficile d'esquimer. C'est plus facile d'esquimer la prostitution que les ventes sans facture. Il est très important de bien poser les choses et d'appeler les choses comme elles se doivent. Oui, le chauffeur de taxi, il est dans le système informel parce qu'il paye une taxe forfaitaire. À partir du moment où vous payez une taxe forfaitaire, attention, informel ne veut pas dire illégal, ne veut pas dire contre l'État, ne veut pas dire qu'il triche. Informel veut simplement dire que l'État a quelque part renoncé à mesurer le fisc en fonction de sa profession. On va expliquer, c'est un des sujets importants, c'est quel est le degré de responsabilité de l'État dans le phénomène. Je ne sais pas si c'est bon? D'accord. Les avocats, est-ce qu'ils... Alors il y a deux types. Alors, les avocats qui sont en régime réel, et médecins en régime réel, vous allez les trouver dans le secteur formel, tout à fait à gauche, activité déclarée. Quand un médecin et un avocat sont en régime forfaitaire, ce qui est pour nombre d'entre eux, c'est dans les unités de production enregistrées. Donc la première colonne verte sous le secteur informel. Tout ça, on appelle ça l'économie non observée. Ça inclut l'économie souterraine, qui ne doit pas être si importante que ça. Ça inclut les 35% du PIB et les 2 à 3% du PIB illégal. L'économie non observée dans les pays développés est dominée par l'économie souterraine. C'est les facturations. Tandis que dans les pays en voie de développement, c'est dominé par le secteur informel. Et ça fait une grande différence. Pour être très rigoureux, quand une maman tricote un pull à son fils, ou quand un agriculteur décroche une pomme de son arbre et le mange, c'est intégré dans l'économie. Donc l'activité légale, c'est de l'informel, c'est de l'autoconsommation. C'est pas énorme. Alors dans les pays développés, c'est très important. Vous voyez, ce qui est très important, c'est les activités dissimulées. C'est-à-dire les entreprises enregistrées, les sociétés enregistrées qui font de la sous-facturation. Ou Alors ça, c'est ce qui existe en France ou ailleurs. Par contre, le secteur informel qui pèse 35% en Tunisie est particulièrement réduit dans les pays développés. Les activités illégales, j'ai écrit faible à moyenne parce que ça dépend des pays. La Suède, c'est pas l'Italie à ce niveau-là. Alors là, vous avez un peu les pourcentages. Serge Jawed après confirmera ou infirmera certains chiffres. C'est à peu près une moyenne pour vous dire que dans les pays développés, il y a plusieurs groupes. Les USA, Japon, Suisse, c'est à peu près 10%. Tout ça. Donc, ensuite, il y a un autre groupe, France, Allemagne, Angleterre, Canada, c'est à peu près 15%, et les pays scandinaves, bizarrement, c'est plus, et l'Italie, un peu plus, donc 25%. En pays en voie de développement et pays plus pauvres, donc, activité dissimulée, il n'y a aucune estimation, je vous ai dit, on n'arrive pas, c'est la seule zone d'ombre, le secteur informel est très important, et l'activité illégale est à peu près moyenne. Donc là, vous voyez que la Tunisie se situe avec ses, disons, 38%, c'est peut-être 40% avec les activités dissimulées, un peu dans la moyenne Maroc, Égypte, Éthiopie. D'accord ? Il y a des pays tout en bas où ça dépasse 45% du PIB. Juste pour vous dire quelque chose, je vais insister, à l'indépendance du pays, l'informel devait être aux alentours de 80%. Ça, on va voir comment l'État a construit une économie formelle, a aidé, et puis à un moment, elle a un peu lâché prise. Pour des raisons également d'intérêt de certains secteurs. Tout le monde n'a pas intérêt, même dans le formel, que tout soit formel. Dans le bâtiment, par exemple, la sous-traitance, c'est de l'informel pur qui intéresse en premier lieu beaucoup de sociétés. Je ne dis pas tous, il faut faire attention, mais beaucoup de sociétés de construction. Pour des raisons fiscales et de recherche d'un coût optimum, voire minimum. Alors, les chiffres du PIB, c'est bizarre, parce que les chiffres du PIB en Tunisie, etc., tiennent compte même de l'illégal.
c'est pas parce que c'est illégal que c'est pas intégré au PIB. Donc, dans la plupart des pays, même quand c'est de la contrebande, de la prostitution, etc., c'est intégré au PIB, dans la plupart. Pourquoi c'est intégré? À juste titre, parce que ça fait partie d'une économie, il faut mesurer la masse monétaire, il faut savoir où va l'argent, où il circule, etc. Donc il ne s'agit pas de faire de la politique de l'autruche sous prétexte que c'est illégal. Il est très important que l'État maîtrise ces chiffres et maîtrise ces agrégats pour pouvoir ensuite optimiser ses politiques. Alors, pour ceux qui ont fait de l'économie, ça coule de source. Comment on recoupe, comment on estime l'économie informelle? Un peu comme on le fait pour l'économie formelle aussi. Les recoupements, c'est par les trois sources que sont soit par la production, soit par les dépenses, soit par les revenus. D'accord? Pour une banque, par exemple, comment on estime le PIB d'une banque? C'est plutôt par les revenus. Comment on estime l'informel dans la cueillette des olives? C'est plutôt par la production. La quantité de tonnes d'olives qui arrivent le Masra, c'est ainsi qu'on peut découler, tenir compte et voir les conséquences en amont de ce que ça représente en main-d'œuvre, en chiffres, etc. Donc voilà, ça c'est un petit schéma un peu qui explique l'économie non observée, les ajustements, la part du PIB, mais on y reviendra plus en détail. Alors, les micro-entreprises et petits métiers, vous avez compris que c'est l'essentiel de l'économie informelle. Là, ce sont des chiffres. Alors, on a un très bel instrument, Fetoun, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, et l'État ne comprend pas à quel point il a fait, c'est l'Institut national des statistiques. On a un très bel outil, sous-utilisé, mal utilisé, souvent incompris, mais on a un très bel outil qui a besoin des fois de certains ajustements, etc., mais qui sait faire des recours. Il faut dire que jusqu'aux années 70, l'outil INS pour mesurer l'informel était un modèle en Afrique. C'est-à-dire que la Tunisie, de l'indépendance jusqu'à la fin des années 70, était un modèle à ce niveau-là. On savait très très bien mesurer l'informel. Pourquoi? Parce que tout était informel au début. Et quand on faisait un recensement à l'époque, on ne s'appliquait pas seulement à savoir combien on avait d'enfants et quel âge avaient les parents, etc. On s'intéressait à l'activité de chaque ménage pour observer le plus finement possible où allait l'économie, dans quel sens, parce qu'il est essentiel pour le pays de sortir de cette masse trop importante d'informels. Et puis, au début des années 80, un peu comme beaucoup de choses en Tunisie, il y a eu un peu un abandon de cet outil. Tout n'est pas parti, il y a des gens sérieux, heureusement, qui sont là, mais on a perdu une occasion de pousser encore plus. Est-ce que les gens étaient particulièrement intéressés à ce qu'on baisse la garde? Je ne veux accuser personne, mais il y a des recoupements à faire à ce niveau-là. Alors vous voyez là, par exemple, vous voyez que 2008-2009, il y a eu un pic à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise financière. Dès qu'il y a une crise dans un pays, l'informel est là pour absorber les chocs. Parce que l'informel, ce n'est pas que du mauvais, bien au contraire. L'informel est un ventre mou qui permet d'absorber les chocs. Quand quelqu'un est renvoyé, il peut ouvrir au moins une petite boutique, même dans son garage. On ne peut pas l'accuser de ne pas suivre la loi, c'est pas illégal, c'est simplement qu'il rentre dans l'informel, ça permet d'absorber les chocs. Vous avez bien vu, bien sûr, 2011, il y a un autre pic, et ensuite ça rebaisse. Pourquoi ça rebaisse? C'est pas que l'économie se porte tellement mieux. Ça rebaisse parce que la capacité de l'informel à absorber des nouveaux venus, elle est plafonnée. C'est pas parce qu'on va dans l'informel, pas parce qu'on ouvre une nouvelle épicerie à côté d'une autre qu'on va pouvoir en vivre. Donc ça se joue sur 2-3%, on va voir les chiffres par la suite. La première ligne en rouge, c'est la contribution donc, de l'informel dans la croissance. Observez le pic de 3% en 2008. Le pic beaucoup plus important que ce que ça a absorbé en 2011, 2012 et après. Le gros choc de l'informel a commencé en 2008. Souvent on a l'impression que c'est la révolution qui a lâché prise, c'est pas vrai. C'est en 2008 qu'il y a un gros choc. Avec la révolution, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas là, mais ce n'est pas aussi important. Alors, la contribution des administrations publiques dans la croissance. Vous allez me dire comment est-ce qu'un fonctionnaire participe à la croissance. Toute augmentation de salaire est considérée comme une augmentation du PIB. Donc, vous voyez qu'il y a eu un pic de 1,3 en 2011 quand, pour un peu, je vais dire un terme péjoratif, mais c'est pas seulement ça, pour acheter la paix sociale en 2011, il fallait bien lâcher un peu le rythme des salaires. Vous avez vu qu'il y a un pic. La contribution du secteur formel dans la croissance, regardez le moins 4% en 2011. C'est-à-dire que le vrai chiffre, c'était moins 4%.
c'est grâce donc aux administrations, etc., et au formel que en fait, ça s'est stabilisé à moins 1,9. La croissance, finalement, elle est des fois liée à la paix sociale. Et c'est très vrai. Donc, pas forcément une croissance... Non, je disais simplement que l'effort qui a été fait au niveau des administrations publiques, la deuxième ligne, oui. L'augmentation de 1,3, elle reflète les augmentations de salaire qui ont été enregistrées, oui, et les nouvelles... Mais l'augmentation de salaire ne reflète pas une production. Une augmentation du PIB, elle reflète une paix sociale. Non, on ne peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça parce que la façon de mesurer le PIB de l'administration, c'est l'augmentation. Alors, le secteur des micro-entreprises contribue à hauteur de 50% de l'effort. Alors, on confond deux choses. Il y a le chiffre de la contribution dans le PIB, ça doit être aux environs de 40%. Après, il y a l'emploi. Il y a 50% des travailleurs et des travailleuses en Tunisie qui travaillent dans l'informel, donc autant qu'ils travaillent dans le formel. Parce qu'on entend souvent à la radio, l'informel c'est 50%, non, il faut pas. C'est 50% dans l'emploi, ce n'est pas moins grave, parce que là c'est grave, parce que on touche à la sécurité des gens. Quand vous travaillez dans l'informel, vous n'avez aucune protection, ni sociale, ni autre. Là réside un vrai danger, il y a un rapport presque à la citoyenneté. On y reviendra. L'informel, dans l'agriculture, c'est 500 000 emplois sur les 540 000. D'accord ? Et c'est dramatique, parce qu'il n'y a aucune couverture sociale, et du coup, il y a un lâchage de cette population active. Le bâtiment, 440 000 sur 460 000. À part les grandes entreprises que vous pouvez connaître, et là encore, il ne s'agit que des cadres. Souvent, la base de la pyramide, c'est de la sous-traitance. Et ça arrange tout le monde, que ce soit dans l'informel. Ça aussi, il faut le dire clairement. Commerce intérieur, 300 sur 400 000. Les 100 000, c'est vous prenez Carrefour, Magasin Général, Monoprix et quelques autres, ça c'est les 100 000 et d'autres. Mais les 300 000, c'est l'immensité des 55 000 épiciers de Tunisie par exemple, et d'autres cas, il n'y a pas que le commerce alimentaire. Les industries, 130 000 sur 630 000. Alors là c'est un peu le contraire. C'est la première fois qu'il y a une minorité d'informels parce que c'est plus compliqué. Il y a une sensibilité sociale également chez l'ouvrier, par les syndicats, etc., qui est plus présent et qui donc revendique des droits à juste titre de façon plus directe. Les transports, 120 000 sur 200 000. Ça reste très important. Là, c'est les louages, les taxis et beaucoup d'autres choses. Café-restaurant, 60 000 sur 120 000. C'est souvent, alors les cafés et restaurants liés aux hôtels, ils sont obligés d'être plus formels, les autres, dans le coin de la rue, ont moins besoin. Alors, les autres secteurs, c'est à peu près 150 000 dans lesquels il y a les gardiens, femmes de ménage, activités informatiques, collecte des déchets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres de la population active dans le pays, mais c'est 3 400 000 personnes travaillent en Tunisie. Et 1 700 000, c'est-à-dire la moitié exactement, travaillent dans le formel ou l'informel, par définition. Gardez ce chiffre en tête parce qu'il est très important. Je verrai qu'on va comparer ensuite par rapport à la population du pays qui est 11 millions, où se trouve le... Après, on va voir aussi la traduction fiscale qui contribue le plus au revenu de l'État, et vous allez voir qu'il y a un déséquilibre qui, lui, est très dangereux pour le pays. La part de l'emploi, on l'a vu, c'est 50% dans les micro-entreprises, dans l'informel. L'administration, c'est presque un quart des emplois. Quand je dis administration et entreprise publique, c'est celui qui travaille à la STEC ou celui qui est fonctionnaire dans un ministère. Les entreprises publiques ayant une part non négligeable de la masse salariale. Le secteur formel privé, c'est 26%. Dans le PIB, je récapitule, 35% pour l'informel, 20% pour les administrations, 42% pour le secteur formel. Les recettes fiscales. Le secteur formel participe à 64%, plus 33% des administrations. Vous avez 97% de la pression fiscale qui est sur les épaules de 50% des travailleurs du pays. Ça, c'est le principal problème de l'informel. Répartition de la population active. Regardez bien ce premier camembert. Il récapitule ce qu'on a dit. L'emploi secteur informel, c'est 43%. D'accord ? Emploi secteur public, on parle d'emploi, hein, 20%. Secteur formel, 23%. Les chômeurs, c'est 15%. Ça, c'est la répartition de la population active. De la population active, pas de la population de la nation.
Donc l'autre camembert que vous allez voir maintenant va remettre à sa juste proportion toutes ces parts par rapport aux 11 millions, et non pas par rapport aux 3,5 millions que représente, auxquels on a ajouté quand même les chômeurs. Parce que quand on dit chômage 15%, ce sont ceux qui cherchent. On est tous tunisiens et on sait tous que dans les cafés et ailleurs, il y a des gens qui ne cherchent plus, qui vivent de très peu parce que leur père ou leur mère ou leur frère leur donne quelque chose. Il y a aussi ceux qui sont, bon ça c'est moins important mais il faut les situer là, c'est les rentiers. Il y en a quelques-uns, il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ont un terrain agricole qu'ils louent ou un appartement, etc. Ce qui est important dans ce camembert, c'est que vous voyez que si vous prenez le secteur formel, 8%, et le secteur public, 7%, il s'agit des seules parties de la population qui contribuent vraiment fiscalement aux recettes du pays. Et c'est là où ça devient très très lourd. D'accord ? Et encore, il ne faut pas dénigrer le reste. Hein. La plupart, 90% des gens qui travaillent dans l'informel sont des victimes. Ne demande pas mieux, mais il y a un rapport à ce moment-là de citoyenneté, de droits et de devoirs que l'État doit établir avec plus de justesse. Alors, un secteur fragile délaissé par l'État. D'abord, la productivité du secteur informel est très basse. Dans le secteur informel, il y a très peu de cadres. Ce sont des gens qui travaillent avec les moyens du bord. Donc, très faible productivité. Et il y a un faible niveau d'investissement. Quand on est dans l'informel, par définition, on est un peu à côté. On n'a souvent même pas un terrain pour hypothéquer, on ne peut pas emprunter à la banque, on ne peut pas investir, ça devient très compliqué. C'est souvent un peu, on rassemble l'argent de la famille pour ouvrir quelque chose. Et puis, il y a un faible encadrement, ça c'est le prolongement du premier point, on va y revenir. Il y a aussi la faible taxation. À partir du moment où il y a une faible productivité, on ne peut pas imaginer que la taxation va être importante. Et il y a aussi le faible contrôle de l'État, qui peut devenir très dangereux, comme on le verra par la suite, parce que au niveau de la contrebande, par exemple, ça se touche au système sécuritaire du pays. Les contrebandiers et les terroristes, pour ne prendre que ces exemples, ont un ennemi commun, c'est l'État. Donc la rencontre est très facile. En plus, ils sont dans des zones frontalières, les deux. Donc il y a des rencontres et des zones grises qui peuvent être dramatiques pour le pays. Alors, le secteur des micro-entreprises doit être au cœur de toutes les grandes réformes. Là, on passe donc aux solutions. Alors, il y a plusieurs politiques pour plusieurs segments de l'informel. Faut pas, souvent, on entend à la radio des ministres qui disent il y a qu'à, il faut faire ça. Non, la population est très diverse. C'est des cas totalement isolés les uns des autres. Il faut adopter les politiques publiques à chaque segment. Les activités de survie à très faible productivité. Le monsieur qui se promène pour ramasser les bouteilles de plastique dans la rue, il ne s'agit pas de lui dire je vais te faire une formation. Il n'en est même pas là. C'est plus compliqué. Lui, il faut le protéger. Alors, il y a une petite formation sociale, il faut l'aider à s'en sortir, mais ce n'est pas par exemple, la même activité qu'on va faire aux activités courantes à faible productivité, qui sont un peu, par exemple, une menuiserie, une épicerie, etc. Là, c'est un manque de compétitivité. On peut l'accompagner pour améliorer la productivité. Ça, c'est des formations qui peuvent exister. Les microcrédits, par exemple, sont essentiels pour cette deuxième catégorie. Le premier, je prends des exemples caricaturaux pour que vous compreniez, le premier qui ramasse les bouteilles de plastique, même le microcrédit, il ne peut pas y accéder. La troisième colonne, c'est les activités à productivité acceptable. Alors là, vous avez, je ne sais pas, mademoiselle, vous avez parlé des avocats et des médecins, de certains d'entre eux, quand on est au régime forfaitaire et qu'on est médecin, le principal effort, c'est de les convaincre de passer dans le formel. L'État doit les... Non, mais je ne suis pas là pour dire s'il faut obliger ou pas. Mais là, c'est juste pour vous donner un exemple que dans cette nébuleuse qui est l'informel, on ne peut pas appliquer les mêmes politiques à tout le monde. Il n'y a aucune comparaison entre celui qui ramasse les bouteilles de plastique et l'avocat qui est payé au régime forfaitaire. Là, il faut une négociation avec les corps de métier concernés. Alors, dans le formel, il ne faut pas abandonner le formel, il ne faut pas dire que c'est bon, parce que ça glisse, ça peut perdre. Des gens peuvent passer du formel à l'informel également. Donc dans le formel, il y a aussi, on a proposé ça beaucoup dans Joussoul, il faut tenir les gens là-bas, déjà pour que ça ne parte plus, et par exemple par la simplification du système comptable et des procédures administratives. Une des choses qui agit comme un repoussoir
pour passer de l'informel au formel, c'est que c'est compliqué. Ils ne comprennent pas, comme ils sont déjà pas très bien formés, vous venez lui dire qu'il y a 3 ou 4 déclarations à faire, 10 ou 20 feuilles à remplir, aller à la municipalité, c'est rébarbatif, ça agit comme un repoussant. Donc il s'agit là de ne pas dormir sur nos lauriers, il faut faire un effort également dans la population qui travaille dans le formel pour améliorer la situation. Alors, là on va parler... il reste 5 slides. La contrebande et les importations parallèles, ça fait énormément de mal à qui? À ceux qui travaillent dans le secteur informel. Parce que la plupart des micro-entreprises, ce sont des travailleurs qui sont là, qui ne demandent pas mieux que de travailler dans le formel pour peu qu'ils aient un peu plus de droits et de devoirs. Et ça, on a l'impression, à Tunis, des fois on entend des gens, on a l'impression que l'informel, c'est la contrebande. La contrebande, c'est 3% du PIB. Et c'est très peu de monde, on va le voir. Simplement, ça fait très mal au niveau des liquidités et d'un certain secteur. Alors, les sources d'approvisionnement. Là, on est dans l'illégal. Hein. Ça y est, on est passé dans l'illégal. Alors, la contrebande frontalière avec la Libye et l'Algérie, c'est un très gros morceau. C'est à peu près 4 milliards de dinars par an. Le commerce de navettes. Il y a des gens qui font Paris-Tunis pour amener des fromages, etc., les vendre, etc. Ça, c'est le commerce de navettes. Les importations illégales, c'est-à-dire ça entre dans un périmètre structuré, mais c'est illégal. Et les importations non taxées de Tunisiens résidant à l'étranger, j'ai mis le FCR, ça c'est de l'informel. C'est de l'informel, mais il y a aussi le droit d'une somme ou d'une marchandise annuelle qu'ils peuvent ramener, etc., et qui ensuite est coulée dans le commerce national. Ça, c'est 2,5 milliards. Donc on est à 6 milliards et demi de dinars. Alors, le chiffre d'affaires annuel à la vente est estimé à 6 milliards et demi, ça on l'a compris. Les revenus, c'est-à-dire les profits, alors là c'est très important, les profits générés par la contrebande en Tunisie, c'est 2 milliards de dinars. Il y a 2 milliards de dinars chaque année qui sont les profits et qui ne sont pas, ça il faut le comprendre, ils ne sont pas placés dans les banques. Il y a des banques parallèles qui gèrent ces 2 milliards de profits annuels. Le volume de... Alors pour vous donner une idée, les produits pétroliers, vous avez vu, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires et 750 millions de revenus. Revenus voulant dire profit, hein. C'est les marges sont très importantes. Le tabac, sur 1 milliard, c'est 300 millions. Ensuite, les autres. Alors, les autres, vous allez voir, les colonnes sont beaucoup plus importantes, mais c'est beaucoup moins grave. Pourquoi c'est beaucoup moins grave? Parce que c'est éclaté sur des dizaines de milliers de personnes. Là où c'est très grave, c'est les 2 premières colonnes. C'est le produit pétrolier et le tabac. C'est une vraie mafia. C'est-à-dire qu'il y a très peu de contrebandiers qui tiennent ces secteurs. Et c'est mettre dans leurs mains des sommes faramineuses dans les mains de quelques dizaines, voire même si c'est quelques centaines, c'est très très peu. Les 3 principales causes, très rapidement. Pourquoi on va à la contrebande et à l'économie illégale? Il y a 3 raisons. D'abord, les nouveaux taxes cumulées à l'importation qui sont très élevées. On est même, certains suggèrent, même peut-être à juste titre ou pas, c'est un vrai débat. Qu'est-ce que ramène les produits qui sont importés illégalement? Qu'est-ce que ça ramène au point de vue taxe à l'État? Et qu'est-ce que ça coûte à l'État de maintenir dans la contrebande? Il y en a qui disent en éliminant ces taxes, parce que si on élimine des taxes, on élimine la contrebande. C'est un vrai débat. Dans certains pays, ils ont eu le courage de le faire. Il faut un courage politique, il faut bien mesurer les choses. Le deuxième, c'est les politiques de subvention en Algérie et en Libye pour certains produits, comme le pétrole par exemple. S'il y a une différence de 50%, c'est un appel à la contrebande pour des populations frontalières qui souvent cherchent des moyens de subvention. Et le troisième, c'est les contrôles techniques à l'importation qui sont très contraignants. Là, je vous donne un exemple type. Téléphone portable en Tunisie, c'est 0 taxe, mais il faut remplir 20 fiches et tamponner. Ça ne vaut plus la peine. C'est-à-dire que ce n'est pas la taxation qui est un problème, c'est les procédures administratives qui sont vraiment, qui agissent comme un repoussant. Haute forme, la contrebande, entre autres, engendre un flux d'argent cash très important. Les banques informelles, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ces profits et qui financent la contrebande d'autres personnes. Ils ne financent même pas la leur. Ils financent la leur, bien entendu, mais comme ils ont du plus, ils financent, donc ça génère des envies d'aller encore plus en profondeur. Le stock important de patrimoine, alors là c'est très important, on n'en parle pas. On parle toujours de l'informel comme de flux, mais il y a aussi du patrimoine informel. On dit souvent que les Tunisiens, ont 80% des familles, je ne sais pas le chiffre, habitent chez eux, dans leur propre maison. Oui et non, ils habitent chez eux. Mais qui, parmi les 82%, ont un titre de propriété? Très peu de monde. Et à partir du moment où vous ne donnez pas un titre de propriété à quelqu'un qui a une maison où il habite depuis 30 ans, il y a des villages entiers qui n'ont pas de titre de propriété, à qui on ne leur donne pas, eh bien on les pousse vers l'informel. Pourquoi on pousse vers l'informel? Parce qu'ils ne peuvent même pas
hypothéquer leur maison pour aller vers le formel, pour aller vers une banque. Donc il y a un vrai problème là-dedans, je ne vais pas beaucoup m'éterniser là, mais c'est essentiel de le garder en tête. L'informel, ce n'est pas que les flux, c'est également le patrimoine. Et l'État ne fait pas grand-chose à ce niveau. Prise en compte de l'informel dans les politiques publiques, 3 choses. Première chose, c'est la mesure. On ne peut rien faire si on ne mesure pas. Donc il faut redonner à l'Institut national des statistiques les moyens d'entendre pour qu'il puisse vraiment... Il faut mesurer au plus près. Et on a les moyens et on sait faire au niveau des recensements. Le deuxième, c'est l'analyse. C'est autre chose, c'est une deuxième étape. On analyse les chiffres. C'est pour ça que j'ai les chiffres de 2015. C'est parce qu'ils mettent à peu près 2 ans et demi pour analyser les chiffres, et c'est tant mieux, ça prouve qu'il y a du travail. Et le troisièmement, ce sont les politiques publiques. Et comme je l'ai dit, les politiques publiques, il ne faut pas en faire une. Il faut en faire 40, s'il y a 40 segments du secteur informel. Alors, l'informel. Alors, le danger, donc il recouvre des activités, c'est pas le danger, c'est les caractéristiques, il y en a 6, hein. Je récapitule ce que j'ai dit. Donc c'est divers et hétérogène, il ne faut pas tomber dans la généralisation. Licite et illicite, il faut toujours garder ça en tête, faire une grande différence entre les deux. Il se déploie dans l'intégralité du circuit économique, il n'y a pas un secteur qui est à l'abri du secteur informel. Il comprend des zones grises de chevauchement avec le formel. Des fois, la même entreprise peut être formelle et informelle, et des fois, c'est saisonnier même. Il y a des saisons où on devient informel parce que c'est plus pratique. Ça implique bien sûr des acteurs très divers, et alors l'informel est beaucoup plus rapide que l'État pour s'adapter. Vous faites une mauvaise taxe, une mauvaise décision, et vous trouvez dans les 2 semaines un informel qui s'adapte à cette nouvelle régulation. Et c'est beaucoup plus rapide, l'État qui a besoin de loi de finances, qui a besoin de vote, etc. Donc il y a toujours une avance. Alors, les conclusions, j'en ai 3, je crois, ou 4. Premièrement, il n'y a pas un informel, mais des informels, donc des politiques différenciées. C'est le dernier slide. La plupart des Tunisiens qui vivent dans ou de l'informel ne sont pas hors la loi. Le système a arrêté ses efforts. L'État, dans les années 50, 60 et 70, a gagné la bataille. Et une fois qu'il y a une élite qui a émergé, qui a contrôlé, il y a eu là un intérêt, probablement, parce que c'est le cas de plusieurs pays, je ne parle pas que de la Tunisie, un intérêt de maintenir une partie de la population dans l'informel, je dis n'importe quoi, pour exporter par exemple, il faut une main-d'œuvre pas chère. Qu'il y ait une main-d'œuvre pas chère, ben, il ne faut pas trop l'aider non plus. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est pour sensibiliser sur une question fondamentale. Veiller à précéder et accompagner toute politique de la communication, alors là, il n'y a pas plus terrible que je l'ai senti moi-même, c'est-à-dire de dire les contrebandiers, ceux qui sont dans l'informel, c'est des voyous, c'est des... Quand on travaille légalement et dans un régime forfaitaire ou quand on ouvre sans patente, il n'y a aucun point commun entre un homme qui travaille sans patente dans une ruelle de Tunis avec un contrebandier. C'est insultant de les mettre dans le même paquet, et beaucoup de politiques ont commis cette bêtise et ont donc pollué le débat. Et enfin, le dernier point, donc le cycle vertueux, c'est ça, mesure, analyse, politique publique. Voilà. Et ne rien faire, c'est catastrophique. Perdre un point du formel vers l'informel, ça se perd en 6 mois. Le récupérer, ça peut prendre 2 à 3 ans. Merci beaucoup. Merci, Mme comme l'école, donc ça fait plaisir. Des conférences de ce niveau, de cette qualité, et une présence aussi de qualité. Dartoun, c'est Darkoum Kol. C'est ce que j'ai dit à Simonir. Donc, à tout moment, vous êtes les bienvenus. Ça va apporter certainement du plus à la conscience générale, à l'économie nationale, à l'intérêt que portent les Tunisiens à l'étranger, et l'influence qu'ils peuvent avoir sur les politiques en Tunisie. Et donc, j'encourage vivement ce genre de rencontres, ce genre de conférences. Et je suis vraiment demandeur de ce genre de conférences. J'espère renouveler ce genre de rencontres le plus souvent possible tout au long de l'année. Nous sommes des partenaires, nous travaillons pour le même intérêt. Et donc, la maison Tunisie, c'est la maison, c'est votre maison, c'est la maison de tous les Tunisiens qui sont à Paris. Soyez les bienvenus. Je crois que ça va être à Sijawed de nous faire une petite intervention là où tu veux, là où tu es le plus à l'aise. En formel, toute la partie non observée. Voilà, pour ne pas éventuellement entrer dans le légal, l'illégal, etc. Quelques idées, hein, c'est un sujet qui intéresse les pays
développés et les pays en développement. Même les pays développés, moi j'ai regardé la Turquie, j'ai regardé l'Allemagne lors de la réunification, ils ont eu énormément ce problème-là. Hein, quand on passe de l'Est à l'Est, éventuellement, c'est pas les mêmes, c'est pas la même économie, les mêmes pratiques, les mêmes productions, les mêmes entreprises. Donc du coup, ils ont eu affaire éventuellement à des politiques de long terme. Hein, je le dis dès le départ, hein, à des politiques de long terme pour intégrer cette économie informelle. Je parle de 2011 jusqu'à maintenant parce que là on est dans un système démocratique et on peut s'exprimer correctement. Avant ce n'était pas le cas. Donc tous les premiers ministres et tous les gouvernements n'ont pas affiché lutte pour pouvoir intégrer l'économie informelle. Donc, je l'ai trouvé dans aucun document. Bon, les idées rapides, retomber rapidement, hein, des ressources pour l'État, hein, concrétisation de certaines, en termes de déploiement, je vais revenir sur la stratégie, mais que les frontières sont presque transparentes. Donc on peut passer du formel à l'informel très très vite. Premièrement, pourquoi on va à l'informel? Parce qu'on s'en sort plus. Pouvoir d'achat qui se dégrade. Donc on trouve un deuxième boulot, on trouve autre chose, on se débrouille, etc. pour joindre les deux bouts. On essaye un peu d'être plus concret. Rigidité réglementaire, il l'a dit, finances publiques dégradées, donc l'État n'a pas les moyens, en fin de compte, pour faire face. Pourquoi? Parce que lui, il agonise, il cherche sa propre survie, donc en fin de compte, il s'en occupe pas, il cherche pour payer les salaires, etc. Il est dans une logique éventuellement de sauf qu'il peut, il ne s'en occupe pas. Cinquième, politique macroéconomique orientée vers l'extérieur, dans une économie qui n'est pas compétitive. Donc il faut qu'on exporte. Et on s'en fout des gens. Il faut qu'on vende à l'extérieur pour avoir les devises pour rembourser les dettes. Et donc, or on aurait pu faire de la croissance interne avec nos propres moyens grâce à cette économie informelle. Cercle vicieux de la dette, l'effet boule de neige éventuellement. Circulation, là aussi, c'est très important. Il a dit Khayyam, mais moi je reviens là-dessus, pour savoir si dans une économie, il suffit de vous balader dans les rues, de regarder comment les gens payent quand ils achètent. C'est affolant en Tunisie. Ça me rappelle, moi j'ai visité la Turquie il y a 15 ans, vous payez tout en espèces. En Tunisie, les moyens de paiement, pourtant on a les banquiers, etc., ainsi de suite. Il faut aller voir les banques, la quantité énorme de cash. Oui, mais c'est pas normal. À partir du moment que vous avez du cash, vous avez de l'économie informelle. Vous avez des choses qui ne sont pas déclarées et l'État ne voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si les gens sont ici assis, si quelqu'un il a 100 € dans sa poche, c'est vraiment, il est champion. Il lève la main. Les gens ne vont pas dépasser 20 € dans leur poche. Ils ont leur carte. Donc ça veut dire quoi? Ils n'ont pas besoin de la monnaie centrale. Pourquoi? Parce que c'est une culture, je vais revenir par la suite. On a un problème culturel. On a un problème donc la monnaie centrale, c'est en fin de compte le cash. C'est la partie qui dérange les banques, la partie qui dérange l'économie, et c'est la partie qui dérange l'État aussi. Parce que l'État ne voit pas quand il voit des espèces qui circulent. Il n'y a pas de TVA. Moi je vois des tickets de caisse, il n'y a pas marqué de TVA là-dessus. Vous payez, vous ne savez pas qu'est-ce que, etc. Donc du coup, le cash, c'est quelque chose qui, à chaque fois que vous avez un volume de monnaie centrale élevé, à chaque fois, vous avez de l'autre côté une économie informelle développée. Pour voir les signes.
Aujourd'hui, vous pouvez acheter, ramener 30, 40 millions pour acheter une maison. On ne vous pose pas de questions. D'où vous avez l'argent, comment, etc. Allez dans un notaire ici à Paris, et il dit oui, provenance de l'argent, monsieur. Il faut prouver d'où vous avez votre argent pour acheter votre maison. Donc, tu me dis, bon. Donc, en fin de compte, on est très loin, et l'État ne fait rien, il y a une complicité de plusieurs acteurs, je vais revenir par la suite, etc. Donc les choses ne sont pas devenues comme ça par hasard. On a la 8e cause que Khayyam n'a pas parlé, c'est la pression démographique. Vous en avez parlé un tout petit peu. Il ne faut pas oublier qu'on a moins de naissances aujourd'hui, on va avoir moins de naissances, mais on a de plus en plus de population à cause de la Libye. Et ça dérégule une petite économie tunisienne très fragile, ce qui entretient aussi une partie de l'inflation, etc. Et ça engendre éventuellement une pression sur les prix, etc. Donc ce qui, en conséquence, pousse les gens à aller développer aussi l'informel. Les loyers, etc. deviennent de plus en plus chers, etc. Donc faiblesse, là aussi, il l'a dit, mais pas, moi je le détaille un tout petit peu, faiblesse du secteur formel. Le secteur formel, il est incapable d'intégrer la main-d'œuvre. C'est ça. Donc en fin de compte, on a une économie, une petite économie, qui est incapable, il forme des gens, le système forme des gens, mais après, on ne peut pas leur donner du travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'entreprise. Et donc, ça, je vous ouvre une petite parenthèse, les gens disent, attends, les matières grises tunisiennes sortent à l'extérieur, où est-ce que vous voulez qu'ils travaillent? Il n'y a pas d'entreprise qui embauche. Mais c'est normal que les gens qui sont diplômés sortent à l'extérieur pour aller trouver du travail. Donc, le marché du travail n'est pas dynamique. Les entreprises n'investissent pas. Et donc, on forme des gens d'un côté, on les pousse soit d'aller dans le formel, soit pour aller immigrer, etc., aller sur le marché international. Il n'y a pas de problème. Si vous avez une faiblesse en économie et que les gens sortent à l'extérieur, mais c'est très très bien pour l'économie parce que ça constitue une diaspora, ils vont par la suite ramener de l'argent, construire une maison, s'occuper de leur famille, etc., faire revenir de débit. Donc il n'y a pas... pourtant, nous, vous lisez les journaux en Tunisie, fuite des cerveaux, etc. Les cerveaux, vous voulez les garder, vous allez les nourrir comment? Donc à un moment donné, il faut que les gens puissent aller trouver du travail sur le marché international. Donc la Tunisie a un marché extrêmement déprimé, très petit, qui est incapable d'assumer éventuellement la main-d'œuvre. Donc du coup, les gens vont à l'extérieur pour pouvoir travailler ou bien vont dans le secteur informel. Dernière cause importante, et après je vais rentrer dans le déploiement, c'est le manque de transparence dans l'économie formelle. On a une économie, je vous donne par exemple, l'économie formelle n'est pas transparente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on a des indicateurs économiques qui posent des problèmes, on a une inflation continue dans le pays, on fait toujours 7% tous les ans, etc., depuis 20-30 ans, c'est des choses depuis longtemps. On a une spéculation, une spéculation dans tout, dans l'immobilier, etc. Et les gens, on a une économie qui n'est pas concurrentielle, qui n'est pas transparente. Ça veut dire, quand vous avez une économie concurrentielle, les prix augmentent et les prix baissent. En Tunisie, les prix augmentent seulement. Donc ce n'est pas une économie transparente. Et donc les décideurs politiques qui ont pris le pouvoir et qui gèrent, etc., et qui n'ont pas éventuellement revenu sur ce problème de concurrence. Et donc, les gens, ils intègrent ce problème de transparence. J'avais déjà écrit un article avec Samuel Goud, et je l'ai publié dans la presse, à une époque. Ils voulaient changer les billets de banque, je ne sais pas si vous l'avez lu, Simonienne, dans le sens où on voulait éventuellement prendre une partie de la contrebande de l'économie informelle et en même temps on les oblige éventuellement à faire circuler leur argent dans le formel, en fin de compte globalement. Donc c'est une manière, et moi j'avais dit que le secteur, d'ailleurs Khayyam l'a dit, il a une capacité d'adaptation extrêmement forte.
et de transformer la monnaie centrale qu'ils l'ont. D'ailleurs, le dinar, c'est pas important pour eux, ce sont des gens qui travaillent avec l'euro, c'est des gens qui travaillent avec l'or, c'est des gens qui travaillent avec le dollar, etc. Donc on fait une compte, c'est hyper organisé et c'est très très bien ficelé. Donc c'est pas en changeant les dinars avec des nouveaux dinars qu'ils vont se précipiter vers les banques pour voir, eux ils ont la capacité d'acheter des terrains, d'acheter des bêtes, d'acheter, etc. Donc ils ont une manière, ils ont une compréhension du circuit économique qui est supérieure aux décideurs politiques. Donc en termes de stratégie, on a ce problème-là. Donc on considère les gens qui sont dans ce secteur-là des gens qui broutent de l'herbe. Ils ne savent pas, mais ils s'enrichissent quand même. Et que de l'autre côté, on a une mentalité que l'État est capable. Bon, je vais revenir sur rapidement, j'en ai fini. Donc, on a différentes approches pour le déploiement. Comment on fait? On a la première approche, d'ailleurs, Khayyam, on en a parlé rapidement, l'approche répressive, qui a été utilisée par nos gouvernants. C'est en fin de compte mettre tout le monde dans le même sac, etc. Et ne pas vouloir éventuellement en parler et en traiter. C'est en fin de compte la lutte contre l'économie informelle. C'est une lutte qui a créé et qui continue à créer aujourd'hui une instabilité sociale. Vous voyez Sidi Bouzid en train de brûler des choses, etc. C'est une réaction de l'économie informelle face éventuellement à l'économie formelle, entre guillemets. Donc les gens qui éventuellement répondent par des actions face éventuellement quand on essaye de serrer un tout petit peu les frontières, etc., et on commence à arrêter les gens, etc., on crée des phénomènes dans le pays pour pouvoir déstabiliser, desserrer et laisser passer les contrebandiers, etc. L'approche répressive, c'est une approche qui méconnaît le problème et qu'ils oublient que 50% de ces personnes-là travaillent, ils ont des familles, ils ont des bouches à nourrir, etc. Et c'est pas par la force qu'on va éventuellement les intégrer. Ça, c'est ma première idée sur cette approche. La deuxième approche, c'est l'approche collaborative. Une approche collaborative qui a été utilisée par le gouvernement tunisien. Vous savez, à un moment donné, on a abandonné ces gens, on les laisse faire, soi-disant qu'on ne peut rien faire pour le moment, depuis 2011, et qu'on cherche la paix sociale, et qu'on laisse faire pour le moment, on s'occupe de nous, parce que nous-mêmes, on est fragilisés. Donc l'économie formelle, elle est fragilisée, et on veut s'en occuper de l'économie formelle. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de collaboration de l'État avec ce système, de telle manière que lui-même, il est pénalisé, mais il faut voir qu'il ne trouve pas des solutions d'intégration réelle. Donc il laisse, l'approche collaborative laisse le système tourner comme il est. Et depuis longtemps, le problème c'est qu'aujourd'hui, il commence à prendre de plus en plus de place, ce qui commence à gêner éventuellement les pouvoirs publics, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour rembourser leurs dettes. C'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à s'en sortir, payer les engagements qu'on a déjà pris auprès des organismes internationaux. Bon, moi j'ai une approche, un peu ce que j'appelle moi, une approche systémique. Comment lutter contre l'économie informelle? On est là pour ça, pour ouvrir le débat. Moi, c'est une approche qui va éventuellement créer un débat autour de ça, un débat national autour de ça. C'est une priorité nationale, à mon sens. Pour moi, c'est une priorité nationale qu'il faut éventuellement développer, l'orienter. Qu'est-ce que ça veut dire une approche systémique? C'est pas logique, c'est pas A entraîne B entraîne C, c'est une approche circulaire avec plusieurs acteurs et plusieurs variables qu'on doit prendre en considération et qu'on doit marcher tous dans la convergence. C'est quoi ces approches? Premièrement, l'éducation.
hein, l'éducation scolaire, civique, l'éducation éventuellement expliquer aux gens, l'éducation aux personnes hein, qui travaillent, qui doivent éventuellement contribuer, éventuellement payer ses impôts, c'est c'est citoyen, ça engage éventuellement, c'est une appartenance. On ne peut pas appartenir à un pays sans payer des impôts. Hein, donc, premièrement, c'est pas aller très vite. Hein, la culture, on a un problème culturel. Aujourd'hui, les gens, ils ont un problème avec l'État. Hein, ils sont méfiants. Il y a un problème de confiance. L'État n'a pas encore construit la confiance avec cette économie hein, et qu'il faut la développer. C'est pas facile. Et il faut montrer. Moi, je me rappelle une fois un ministre du commerce, une fois, il a dit il faut qu'on discute avec ces gens-là un tout petit peu. Mais le lendemain, tout le monde, on ne discute pas avec ces gens-là. C'est là hein, le déni, en fin de compte. On ne veut pas. On parlait de ce problème-là. Donc, on a un problème de confiance. L'État doit changer son comportement. Hein, il doit éventuellement tisser des liens avec ses citoyens, hein, montrer qu'aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, le fisc, vous payez vos impôts, vous contestez, vous dites j'ai trop payé, vous envoyez un mail. 2-3 jours, on vous répond. Monsieur, etc. Ainsi de suite, non, vous êtes sur l'assiette, etc. Je peux vous recevoir, etc. Là-bas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous êtes quelqu'un, que vous contribuez dans un système, c'est grâce à vous que lui-même il est payé, donc du coup, il a des comptes à vous rendre. Donc c'est très important. Et là, c'est un travail culturel qu'on doit le faire, c'est pas de jour au lendemain qu'on va éventuellement le faire, c'est une politique de longue haleine. Un problème du droit de travail, hein, assouplissement, etc., Khayam en a parlé, ça c'est toute la partie juridique. On ne peut pas, aujourd'hui, en 2016, accepter qu'il y ait des gens qui travaillent sans protection sociale. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. Donc, s'il tombe du 4e étage, qui va le prendre en charge? La Sécu n'existe pas. Qui va le soigner? Aujourd'hui, on a des artistes qui viennent à la télé, qui demandent qu'on les aide. Et ça fait des années qu'ils font des soirées, etc., non facturées. C'est de l'économie informelle, hein. C'est non facturé, payé en espèces, il rentre avec l'argent, etc., ni vu, ni connu, n'a jamais payé des impôts, et après il vient, et moi, il me faut que je voyage, personne ne s'occupe de moi, on nous a abandonnés, nous les artistes, on a été abandonnés. Non mais c'est du n'importe quoi. C'est à un moment donné, quand on est citoyen, et quand on gagne de l'argent, c'est là où on paye, pour que quand on vieillit, on est sécurisé, etc. Et qu'on peut, on va pas travailler sur... moi, quand quelqu'un fait la manche dans la rue, je dis, écoute, il y a les allocs, hein, il y a les soupes populaires, il y a les associations, il peut y aller manger. Hein. Moi, je donne rien. Hein. Pourquoi? Parce que je donne assez à l'État que l'État me distribue. Donc, je ne donne pas, parce que, etc. Parce que c'est comme ça qu'un citoyen... aller à la soupe populaire, aller aux associations, etc. Donc nous, même les artistes, tous ceux qui gagnent, ils ne payent pas. Après, ils demandent à l'État de les couvrir. C'est un système. Et donc, qu'est-ce qui fait l'État? J'ai jamais vu quelqu'un qui explique, en fin de compte, que vous devriez avoir une couverture sociale, vous devriez, etc. Il n'y a pas de politique d'intégration du tout. Et là, c'est un tout petit peu dans le sens du droit. Travaille sur la prévention. La prévention et la communication. Donc on n'a rien. On a un gouvernement qui ne fait rien là-dessus. Hein. Et donc prévenir, c'est mieux que guérir. Comment on fait? Comment l'État fait de la communication pour expliquer l'économie formelle, pour expliquer... Moi, j'ai jamais vu que quelqu'un, par exemple un spot à la télé, quand vous versez de l'essence hein, sur la route, etc. Vous êtes un receleur, attention, c'est pas bien, c'est pas citoyen, vous êtes contre votre drapeau, vous faites une croix sur votre appartenance, ça veut dire qu'en fin de compte, vous permettez pas, éventuellement, payer les fonctionnaires, l'armée, les éducateurs, etc. Et donc, nous, on n'a rien. On ne fait pas de communication, il n'y a pas de politique, rien. La Banque centrale et le système monétaire, c'est chaotique.
Parce qu'on peut suivre. Si on a un système qui est développé, un système transparent, tout se sait. Hein, tout se sait. Pour vous achetez une maison, d'où vous avez, comment vous l'avez gagnée, etc. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais malheureusement, il n'y a pas de transparence au niveau de la Banque centrale. Ils ne font pas le nécessaire pour pouvoir éventuellement rendre les systèmes plus transparents. Et il y a une complicité des banques, sur le secteur éventuellement pour pouvoir, en fin de compte, blanchir, etc. Donc le fait que la Tunisie soit... moi, je n'étais pas choqué, hein, parce que vous amenez de l'argent en compte, vous retirez ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous avez un compte ici, vous voulez retirer de l'espèce, on va vous dire pourquoi, monsieur. On va vous dire pourquoi. Vous pouvez payer par virement, vous pouvez faire un chèque, pourquoi vous retirez de l'espèce, il faut le justifier. Et vous risquez d'avoir un contrôle fiscal si vous retirez, etc. Parce que la banque elle-même alerte la Banque centrale, la Banque centrale alerte éventuellement le service du fisc, etc. Et que vous aurez un redressement fiscal. Et on va vous suivre. On va vous écouter déjà avant, etc. On prépare un dossier jusqu'à ce qu'on vous convoque. Hein? Donc, en fin de compte, le système, il est comment? Le système bancaire total, hein, dans sa totalité. Alors, à chaque fois, moi, je me rappelle de l'Arial, et quand il me montre, il dit « Souyoula, Souyoula ». Souyoula, c'est de la monnaie centrale. Donc, ils espèrent. Pour que vous, votre rôle, c'est de diminuer Souyoula. Mouche, Souyoula. Enfin, l'akhbar, je crois que ne vous inquiétez pas, les banques seront ouvertes le week-end pour que vous puissiez avoir des espèces. C'est ça. Donc la poste ouvrira pour que vous puissiez avoir des espèces et continuer éventuellement à acheter sans TVA, sans etc. Donc c'est ce qui est quand même un peu... Moi je dis non mais attends, là c'est un peu... C'est quand même bizarre. Est-ce qu'il y a une volonté? Il n'y a pas de volonté. Donc même le système bancaire, etc. La fiscalité, là aussi je rejoins Ryan, etc. L'éthique, c'est très important. Les technologies de l'information et de la communication. Là, on n'a rien fait. Et avec l'éthique, on peut faire énormément de choses pour réduire rapidement je le dis. Rapidement parce que l'éthique, c'est mieux que l'INS. C'est encore beaucoup plus développé. C'est à l'instant T, c'est instantané qu'on peut voir les chiffres. C'est magnifique. On peut avoir tous les indicateurs tous les jours. Et on peut piloter, et on peut voir qui fait quoi. Donc, il y a un système d'information, il y a la traçabilité à développer, une intégration à faire dans le public, dans les entreprises, etc., pour pouvoir généraliser tout ça. Et puis, il y a les acteurs de terrain, les syndicats, l'UTICA, les associations, etc., qui ont un travail énormément à faire. Bon, rapidement, sur le déploiement, donc il faut agir, pour moi rapidement, on peut agir sur l'offre de l'informel, rapidement avec des activités, avec éventuellement une politique volontariste pour essayer éventuellement de réduire l'offre, et pour essayer en même temps de trouver des solutions alternatives à certaines personnes, agir sur la demande par la transparence, la traçabilité. En conclusion, rapidement, parce que je voulais que la salle réagisse, c'est un gisement énorme de croissance pour la Tunisie, énormément pour des recettes, énormément pour pouvoir un peu moderniser l'économie, parce que quand on continue comme ça, c'est pas une économie moderne. On continue éventuellement à travailler à l'ancienne. Moi, quand je vois les gens comment ils travaillent, c'est quand même des problèmes de productivité, des problèmes, etc. Il faut combien? Il faut 10 ans pour 2 fois 5 ans, 2 fois 2 gouvernements, à mon sens. C'est pas pour les changer tous les 2 jours. Quand on veut faire des choses comme ça,
Hein. Il faut avoir une belle majorité et il faut avoir des gens qui n'ont pas des dossiers qui sont eux-mêmes dans l'informel, qui ne sont pas contrebandiers pour faire ce genre de travail. Alors ça, c'est très important parce que sinon, on ne peut pas éventuellement avancer. On peut passer de 50 à 20 dans 10 ans, en sens, si on a une vraie politique pour pouvoir. C'est de la responsabilité de l'État, des acteurs. C'est beaucoup de recherche aussi à l'université. Aussi, il faut travailler sur les terrains. Là, je rejoins Khayyam. C'est très important parce qu'il faut faire une cartographie réelle, région par région. Famille par famille, il faut suivre les gens, etc. Et avec des alternatives pour pouvoir éventuellement leur proposer des solutions réelles. Merci. Qu'on puisse mettre un nom sur un certain nombre de réalités. Donc effectivement, c'est un terme très, comment dirais-je, très polysémique, hein, ça dit beaucoup de choses en même temps. On confond contrebande avec économie informelle, etc., etc. Derrière l'informel, on a bien compris que souvent il y avait une économie de survie. Donc ça me paraît remarquable, je veux dire, d'avoir un petit peu cette présentation, qui est vraiment en plus très pédagogique, très didactique. On arrive à retrouver ces petits. Je trouve aussi que, voilà, on a de quoi, effectivement, réfléchir et travailler. Resterait à faire un petit bilan de ce qui s'est passé au fil du temps. Je remarque que vous avez dit il y a un point d'inflexion autour des années 80. Jusque-là, 60, 70, ça tenait encore, on tenait encore la maison. Et puis, au tournant des années 80, on lâche prise. Et je fais remarquer que ça correspond à la remontée du libéralisme au niveau mondial. C'est pas une coïncidence. La Tunisie n'est pas hors sol, d'accord ? Elle est dans un ensemble, un environnement mondial qui correspond à la remontée du néolibéralisme et donc à la défiance vis-à-vis de l'État. Il est trop gros, il marche mal, le privé c'est la solution, etc., etc. Et on vit aujourd'hui dans cette époque. Aujourd'hui, je suis effaré par les différents ministres de l'économie ou des finances qui n'ont pour seul projet, pour les jeunes aujourd'hui, de leur dire « créez votre propre emploi ». C'est une démission totale. Quand on est au plus bas de l'échelle sociale, qu'on est illettré, voire avoir des moyens extrêmement limités, qu'est-ce que vous voulez qu'il entreprenne de créer son propre emploi ? Je comprends, à travers les différentes expériences qui se passent dans le monde, que une soupape de sécurité, c'est le microcrédit. Mais le microcrédit n'a jamais résolu le problème de la pauvreté. Alors, je conçois aussi aisément que votre propos arrive à sa propre limite. En ce sens que vous avez dit en introduction, nous sommes des professionnels. Ce que je suis également, sauf que j'ai un engagement politique. D'accord ? Je suis l'un des économistes du parti El Massar, certains le savent. Et donc, je ne dissocie pas mon analyse économique de l'engagement politique. Et je dis, la solution, effectivement, elle passera par des solutions techniques, mais elle est d'abord, avant tout, politique. Il y a besoin de trouver des solutions qui, bien sûr, vont prendre du temps. Et là, je fais œuvre d'une très grande modestie et de très grande, comment dirais-je, humilité, parce que nos amis italiens n'ont toujours pas résolu leurs problèmes. Donc, effectivement, c'est un problème extrêmement important. Quant à le succès ou la réussite de l'Allemagne, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a 13 millions de pauvres en Allemagne. On nous parle de la réussite de l'Allemagne, etc. Mais le problème de l'Allemagne de l'Est n'est pas résolu. La montée
du fascisme en Allemagne vient essentiellement de la partie Est. Donc vous voyez, on a comme ça une imbrication des problèmes les uns avec les autres qui sont complexes. Et si vous permettez, j'aimerais vous poser une question, puisqu'on va essayer de faire un débat, je ne suis pas là pour indiquer quoi que ce soit, j'essaie de contribuer simplement, et je dis quand même, j'insiste, nous les techniciens, nous sommes au service d'une politique, et pas l'inverse. Or, très souvent en Tunisie, on vient me dire, c'est des je m'en arme. Je leur réponds, mais non, c'est vous qui vous devez me dire qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que vous voulez, et moi, je vais essayer de trouver les chiffres, je vais essayer de trouver les mécanismes, et chacun à sa place. Voilà, moi je voulais vous poser une question, c'est sur les politiques publiques, puisque vous êtes très avertis, les contradictions qu'il peut y avoir entre un certain nombre de questions. Nous avons un programme national d'assistance aux familles nécessiteuses. D'accord? Ce programme, et notamment pour les femmes qui sont dans le secteur agricole, c'est-à-dire environ, je vais donner un chiffre approximatif, 350 000 à 400 000 femmes, qui ont soit un travail gratuit, d'accord? Un travail faiblement rémunéré à la journée, mais qui, pour autant, ne vont pas aller vers l'enregistrement et avoir des cotisations sociales, parce que ça leur reviendrait plus cher que ce que lui donne le programme d'assistance aux familles nécessiteuses. Est-ce que vous pouvez un petit peu élaborer sur ces contradictions qui font que les gens ne vont pas vers un système? Parce que, juste rajouter, quand vous adhérez à un système de sécurité sociale, vous en attendez, bien sûr, un certain nombre. Or, ces droits sont inférieurs à ce qu'ils obtiennent par le programme d'assistance. Donc, quel est l'intérêt? Donc voilà, c'est une question que je voudrais vous poser. Merci beaucoup, Céline. Cette question que vous venez de poser, elle s'applique à énormément de contradictions du pays. Il n'y a pas que ça, mais il y a un prolongement. Et vous posez la question vraiment à point nommé, parce que on est en train de travailler justement sur cette question. On a l'impression dans le pays qu'on a 1000 problèmes au même temps. Et on est tous accablés de voir que presque rien ne fonctionne. Je parle en termes d'intuition. Donc au niveau sécuritaire, c'est fragile. Au niveau économique, il y a des problèmes, des modèles économiques qui ne tournent plus. Au niveau social, c'est encore pire, etc. Même au niveau politique, on n'arrive pas à terminer nos institutions, etc. Quand on voit ça, on a l'impression que c'est impossible. Ce qu'on a fait, on a fait un peu comme les écoliers. On a écrit, je crois, 162 problèmes dans des petits bouts de papier. On les a placés par terre et on a réfléchi. Et on a fait un système de chercher chaque fois qu'il y avait un problème, quel était le problème à l'origine de ce problème. Donc, le problème père. On prend un problème, non, ça c'est parce qu'il y a ce problème. Et on s'est trouvé avec 2 arborescences, 2 pyramides. On s'est rendu compte que dans ce pays, dans notre pays, il y a essentiellement 2 problèmes. Et le premier, et vous n'allez pas me contredire, je suppose, c'est la fracture sociale, qui est terrible, qui est profonde, qui n'est pas que régionale, qui est historique, qui a une dimension de mépris. C'est dramatique. On a un pays qui souffre énormément de ce côté-là et on pourrait en parler beaucoup. L'autre arborescence, on a trouvé un problème en haut, c'est la gouvernance. Et là, je réponds à votre question. On a un problème de fracture sociale et en face, on a une gouvernance qui n'est pas au niveau des défis du pays. Et si j'allais vous dire lequel il faut régler en premier, c'est la gouvernance. On ne pourra pas appliquer ou adopter une nouvelle politique si au niveau de la gouvernance, on n'a pas résolu le problème. Et quand je parle de gouvernance, je ne parle pas seulement de Carthage ou de Tasba. La gouvernance du pays est malade, il faut la renouveler au niveau des ministères, au niveau des wilayas, au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé. Il y a toute une génération qui doit... Alors, les élections municipales qui vont démarrer, j'espère qu'elles vont aboutir, etc. Si on l'avait démarré plus tôt, on aurait jeté au moins 7000 nouveaux élus pour apprendre la chose publique, ils auraient eu le temps. On a mis 7 ans. On a mis 7 ans à gérer le pays avec uniquement 218 élus, un président de la République et 217 députés. C'est un maillage démocratique on ne peut plus faible. Et pour répondre à votre question, tant qu'on n'a pas mis sur la scène des jeunes et des moins jeunes, pourquoi pas, quelques milliers de personnes pour apprendre la chose publique,
enfin résoudre le problème de gouvernance, pour enfin résoudre le problème dramatique de notre pays qui est la fracture sociale. Je n'ai pas répondu exactement de façon très pointue à votre question, j'ai voulu élever le débat pour expliquer qu'il y a ces deux problèmes majeurs qui se font face et qui font des étincelles là où vous avez parlé, mais à d'autres niveaux également. Si Jawed, vous avez probablement une réaction en attendant une question de la salle. Moi, ce que je dis tout à l'heure, bon, pour essayer un peu de revenir un tout petit peu sur la manière avec laquelle les Tunisiens réfléchissent le politique, l'économique, le social. On a une défaillance intellectuelle, comprendre le complexe. On est très logique. Et la logique, elle devient naïve à un moment donné, où elle crée énormément de contradictions. Donc, pourquoi? Parce que chacun, il poursuit une route tout seul. Chacun, par exemple les ministères, chacun, il botte tout seul, en fin de compte. L'économie informelle aujourd'hui, si on veut l'intégrer, il faut une approche complexe, une convergence, avec une vision globale, avec tous les ministères en même temps. C'est-à-dire que la santé, il ne peut pas travailler tout seul sans travailler avec l'économie, sans travailler avec l'industrie, sans travailler... Et si on a une vraie politique d'intégration de l'informel, il faut qu'on apprend à raisonner complexe. Ça veut dire avec plusieurs variables, on est en une stratégie de convergence. Si on est dans une logique, dans les logiques, chacun il poursuit sa logique. A entraîne B, B entraîne C, etc. Là, on tombe sur des contradictions à la fin et on tombe sur des problèmes que vous soulevez tout à l'heure, etc. Parce que chacun, il suit sa propre logique. Le fait de passer, par exemple, de l'informel, il y a des entreprises formelles qui sont là pour faire l'informel. On l'a vu en Italie, l'exemple italien pour le blanchiment, comment on le restructure éventuellement, ou bien vous regardez par exemple la Colombie, à un moment donné, ils avaient de l'argent en espèces, ils les enfonçaient et ils ne savent même pas quoi faire, quoi, à un moment donné. Donc en fin de compte, on a beaucoup d'exemples comme ça, qu'on tombe sur des contradictions, et qu'en même temps, quand on gouverne, on ne peut pas gouverner par... il faut avoir cette approche un peu complexe. Merci beaucoup. Sirad, vous aviez une question? Alors, un commentaire et une question. Je rejoins déjà le commentaire ici, c'est que quand on regarde dans l'échelle, vous avez dit il y a plusieurs niveaux de l'économie informelle, il y a ceux qui survivent, ceux-là, si on leur demande ne serait-ce que de cotiser, ça leur coûte trop cher cotiser aujourd'hui pour sa retraite, mais s'il n'a pas s'il va survivre jusqu'à la retraite. Il y a de l'autre côté, et là ma question, ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. Tous les gros qui tiennent cette économie, qui bénéficient, ceux qui gagnent là, les 700 millions ou je ne sais pas combien de milliards, les quelques centaines de personnes, ils sont trop puissants, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça s'arrête. Et du coup, ceux-là, ils font tout pour que toutes les réformes et toutes les tentatives échouent. Moi, je rebondis aussi à votre commentaire, quand vous avez dit les gouvernements n'ont rien fait. Il y a eu des tentatives. Sur la loi de finances, à partir de 2013 ou 2014, il y a eu les lois qui interdisaient, qui plafonnaient les paiements en liquide. Le premier plafond, il était à 20 000 dinars. Les gens ont râlé. Ceux qui ont râlé, 20 000 dinars. Après, ça a baissé, donc ça a été fait de façon graduelle. Et après, on a dit, au final, c'est pas grave, vous pouvez toujours payer en espèces, mais ça ne sera pas début des charges. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui veulent payer 20 000 dinars en espèces, n'ont aucun intérêt à ce que tout ce devienne traçable. Donc la question maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où tous ces puissants qui bénéficient de ça, ça peut être aussi des lobbies, les gens, celui qui gagne bien sa vie avec le régime forfaitaire, il n'a aucun intérêt à passer au régime réel, parce que lui, il va perdre dans le coup. Est-ce que tous ces gens-là ne sont pas suffisamment puissants aujourd'hui pour contrer toutes les tentatives qu'on essaie de faire? Non, bon. La règle, c'est dans une approche d'intégration. Vous êtes pauvre,
Je parle pas de... Non, oui, je vous ai compris, je vais vous répondre. Vous êtes pauvre, ou vous payez peu, mais vous payez. Pourquoi? Parce que l'impôt, c'est synonyme de votre citoyenneté, de votre appartenance au pays, etc. Donc, il faut sortir de l'idée, celui qui n'en a pas, il ne paye pas. De toute façon, ici, celui qui n'en a pas, il paye quand même. Il paye la TVA, il paye des choses comme ça. Il ne paye pas l'impôt sur le revenu, mais il paye tous les autres impôts. Il y a énormément d'impôts. Il se gare très mal, il va payer. Il grille un feu rouge, il va payer. Il envoie, il consomme, il va payer, etc. Nous, en Tunisie, vous consommez, vous ne payez pas. Donc l'État ne récolte pas. Alors, vous avez compris. Donc, voilà. Votre deuxième question sur les lobbies, etc., ça c'est une question politique. On le sait très très bien. Hein. Il y a des gens qui veulent qu'il n'y ait pas de réforme fiscale. Moi, je me rappelle le ministre des Finances à l'époque, quand il avait éventuellement dit 20 000 dinars, etc., le lendemain, il a reçu un courrier avec une balle dedans. Ah, donc ça veut dire il a ouvert le truc, il a trouvé une balle. Donc ça veut dire c'est vos 20 000 et l'État. Alors regardez, il n'y a aucune volonté politique de l'État aussi. Hein, quand ils prennent 400 millions en espèces pour payer Phosphate GAFSA, en espèces avec des enveloppes, etc. Il y a des entreprises, c'est inadmissible. Ben, c'est vrai que s'ils sont pauvres, ils n'ont pas de compte, etc. Mais on fait tout pour les aider. On fait tout. Les gens, quand ils vont recevoir de l'argent de l'étranger, etc., ils font la queue, ils vont à la poste, etc. Ils travaillent avec les banques, en fin de compte. Ils travaillent pour prendre, mais pour pouvoir éventuellement créer un compte, etc., ouvrir un compte, ainsi de suite, ça fait partie de l'intégration, ça. Et que vous avez une complicité publique. Ici, comment une entreprise publique paye en espèces. C'est quand même un peu affolant. Juste un mot pour faire réagir Sirayem. Il a identifié deux causes sources. Alors il en a appelé une qui est la fracture sociale, régionale, mais qui se double d'une fracture sociale. Donc et puis ce qu'il appelle la gouvernance, ce que j'appellerais moi la politique. Non, il y a un truc qui me gêne dans la gouvernance, ça serait un problème moral. Or, c'est pas un problème moral. C'est un problème de nécessité et d'utilité. Voilà. Le bien, le mal, c'est un autre problème. Ça concerne chacun d'entre nous. Moi, je parle de nécessité. D'accord? Il y a besoin, pour avoir un pays cohérent, qu'il y ait un accès raisonnable à tout. Or, ce n'est plus le cas. Nous avons entamé une dérive, et vous le voyez, nous y étions fiers d'avoir une certaine éducation. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on a une éducation à 2 vitesses. On a une santé à 2 vitesses. Tout ça, c'est bien sûr, ça vient de loin, ça vient des années 80. Qui peut aujourd'hui payer à son fils ou à sa fille des études dans une université privée tunisoise ou ailleurs à 7 000 dinars par an? Voilà. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, très vite, vous avez le regard des gens qui se portent sur vous et qui vous disent « Ok, vous, ça va, vous allez bien. » Mais nous, on ne va plus bien. Donc, je rejoins parfaitement ce problème de la fracture sociale. Il faut que nous, qui avons eu la chance d'être éduqués, qui avons vécu dans les années 60, justement, et 70, qui nous ont permis cette conscience de revenir et de dire, voilà, il faut reconstruire le pays. Alors ça va prendre du temps, mais au moins donner l'espoir. Vous savez, la première fois que j'ai été sur une chaîne de télévision en Tunisie, on m'a dit, monsieur, c'est quoi la solution? Ben, j'ai dit, c'est très simple, il faut faire rêver les gens. Bah oui, et j'ai pas de solution miracle.
Ça n'existe pas, les solutions sur étagère, là. Attendez, là, je suis le meilleur des économistes. Je refuse qu'on m'appelle expert, déjà, pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Je maîtrise le sujet, mais je ne suis pas expert. Ça ne veut rien dire. C'est des mots qui sont à la mode, qui circulent. Non, je suis citoyen. J'ai ma place dans la société, je collabore avec tous ceux qui veulent collaborer. OK? Donc aujourd'hui, on a effectivement ces problèmes de... Ça marche sur la tête, il faut que ça remarche sur ses deux jambes. Or, qu'est-ce que ça veut dire remarcher sur ses deux jambes? Ce pays est bien trop petit pour ne compter que sur le seul privé. Les forces du privé sont très petites. Quand vous ramassez la trésorerie des plus grands groupes tunisiens, vous arrivez à peine à 200 millions, 300 millions. Mais ça compte quoi face à Orange? Ça compte quoi face à Ooredoo? Il faut quand même se rendre compte. Et ce pays n'a marché que lorsqu'il avait, et quand il marchait sur ces deux jambes, l'État et le privé. D'accord? Donc, effectivement, il y a une crise de l'administration, il y a une crise des politiques publiques et tout ça. Bon, ben, il va falloir retrouver le fil conducteur. Merci. Hassan, une question rapide. Bon, une toute petite remarque d'un exemple que vous disiez tout à l'heure, donc de la personne qui s'est faite virer, qui a ouvert quelque chose dans son garage, et c'est pas grave parce qu'on l'excuse parce qu'elle a été virée. Il faut pas oublier que cette personne, non seulement elle a un impact sur l'État, qui peut être minime parce que c'est juste une personne, qui l'est pas quand c'est 1,5 million, mais elle a aussi un impact sur tous les gens qui ont la même activité tout autour et qui, eux, font cette activité d'une façon... ils payent leurs impôts et qui se retrouvent en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas être concurrents, ils ne peuvent pas être concurrencer cette personne-là. Bon. J'ai une question, c'est est-ce que vous trouvez normal que l'État elle-même, vous disiez tout à l'heure que le problème venait entre autres des factures qu'on fait à la main. L'État elle-même, on paye, on reçoit une facture qui est écrite à la main, mais l'État elle-même, elle donne une facture à la main. Quand on va aujourd'hui à la municipalité pour payer un impôt, la personne elle vous donne un papier, elle écrit dessus combien vous devez payer, vous allez le payer à l'Aqbada. Mais ce n'est pas possible que l'État elle-même n'utilise pas un système informatique dans lequel tout est traçable. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui achète un bien, l'État ne puisse pas suivre ces achats-là informatiquement. Et c'est là où je pense qu'on a un gros problème, c'est que tout doit être informatisé et tout doit être suivi. Allô? Ça marche. Juste quelques points. Juste quelques points. Je n'ai jamais dit ce n'est pas grave. J'ai juste expliqué qu'il allait donc ouvrir un garage. Autre chose, remplacer le mot gouvernance par le mot politique me va très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai essayé d'être le plus neutre possible et vous m'avez ramené à la réalité de la politique et j'y étais. Je vous l'avais dit. Ce soir. Autre indication, le mot professionnel que j'ai utilisé dans la présentation ne faisait pas de moi. Quand je disais un think tank professionnel, c'était un think tank dans lequel les personnes sont salariées. Dans ce sens-là, parce qu'il y a des think tanks où les gens ne sont pas salariés. Et j'y crois pas trop. Un think tank doit quand même, ça sera dans une certaine rigueur. Maintenant, pour vous répondre, la véritable question derrière votre interpellation, c'est de se dire l'informel. Problème, est-ce que c'est la maladie ou le symptôme? Pour moi, c'est le symptôme. La maladie, c'est la fracture sociale. Si on voit l'informel comme la maladie, d'abord, on va mal réagir. Gauchement, on va taper là où il ne faut pas taper, etc. La fracture sociale, c'est la mère de toutes nos batailles. Tant qu'on n'a pas compris ça. Après, vous me dites, oui, la mafia, etc. Bien sûr. Mais les Tunisiens ne sont ni plus pernicieux, ni plus mafieux, ni plus méchants, ni plus bêtes que tout autre peuple. On a 200 expériences, il y a 200 États dans le monde, on a beaucoup d'expériences, il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché, on a nos spécificités, il ne faut pas faire du copier-coller, et on sait par où il faut commencer quand on est sérieux. Donc il faut du courage politique,
Le courage politique n'est pas au rendez-vous dans notre pays parce que les ceintures politiques ne sont pas stables. Ça, c'est le fait de la transition. Donc, pour balayer un escalier, je vais faire une petite image, il faut balayer par la marche d'en haut et descendre. C'est pas au milieu de l'escalier, on va se choisir une marche qu'on va balayer. Ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à votre interpellation. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont tellement d'argent, tellement puissants, qu'ils vont acheter des juges, acheter des... À titre anecdotique, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait en 2010, juste avant 6 mois avant la Révolution, il y avait un désaccord entre je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont fermé la frontière du Libye. Ça a éclaté à Bengueten, peut-être à l'époque on n'en parlait pas, les gens peut-être qui n'ont pas entendu tout ce qui s'est passé, ça a éclaté à Bengueten, parce que tous ceux qui faisaient de la contrebande, ils ont arrosé les petits jeunes pour qu'ils testent qu'ils cassent, et après ils sont revenus par-dessus. Ces gens-là sont puissants. On continue le débat là, s'il vous plaît, avec la salle. Alors, vous avez des questions? Oui, merci beaucoup pour la qualité de ces interventions. Bon, j'ai essayé de tout comprendre. C'est pas ma spécialité l'économie, mais ça m'intéresse beaucoup ce que vous êtes en train de nous expliquer. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément en Tunisie. Je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que c'est de l'économie informelle ou formelle? Mais les gens qui sont à moitié déclarés. Moi, je vois dans mon entourage, par exemple familial, il y a des gens qui sont déclarés à minima pour avoir un minimum de couverture sociale, mais ils sont déclarés, par exemple, à mi-temps, alors qu'ils font 50 heures la semaine, le mois, pardon. Si, la semaine, ils font 50 heures la semaine, ils ont plus d'un temps plein, même un double d'un temps plein, et ils sont déclarés à mi-temps pour avoir la possibilité de soigner son fils dans le système de sécurité sociale tunisien. C'est quoi ce système en fait? C'est quoi? C'est à moitié informel. Enfin, vous nous avez expliqué que le secteur informel, c'est une forme de soupape, une forme de sortie de la pauvreté. Mais moi, à mon avis, cette façon-là de travailler, c'est l'approfondissement de la pauvreté. Et la plupart des fois, quand je parle avec les gens, ils ne comprennent pas en fait. Ils ne voient pas plus loin que le jour même. C'est-à-dire que vous lui parlez de retraite, il a 25 ans, 30 ans, c'est pas aujourd'hui. Donc, il gagne sa vie, il mange, il soigne son fils, point à la ligne. Donc, voilà. Donc, il y a quand même cet aspect-là culturel qui est très fort en Tunisie et qui demande beaucoup de travail. Après, j'ai une deuxième question sur... vous dites que l'économie informelle se nourrit beaucoup des PME, des petites entreprises, des entreprises qui vont être fondées sur l'apport avec un emprunt à son cousin et tout ça, et il ouvre sa petite boutique. Et ça, c'est un système très fort qui marche très bien parce que beaucoup de gens ils continuent à vivre avec ce système-là. Comment pouvez-vous m'expliquer que les microcrédits vont contrecarrer ce système informel? Ça ne marchera pas parce qu'ils sont déjà dans le microcrédit qui marche et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien et ça marche et ça leur rapporte et ils peuvent vivre avec ça. Et avec tout ça, tout le système mondial qui s'installe en Tunisie, ce matin... J'écoute une radio tunisienne, on dit que la Banque européenne de développement s'installe à Sfax, elle ouvre un deuxième bureau depuis le mois de janvier, pour justement distribuer les microcrédits dans la région de Sfax. Donc, est-ce qu'il y a une vision globale des besoins des Tunisiens à ce niveau-là? Comment ces organismes internationaux interviennent dans notre pays, avec quelle politique et quelle vision de l'économie tunisienne? Merci. Moi, je peux répondre dans mon cadre de présentation, puisque ce qu'on a soulevé touche à beaucoup de choses. Ces problèmes de déclaration, c'est vrai qu'elle a des avantages, l'économie informelle, elle a des inconvénients. L'inconvénient, c'est l'exploitation, la connivence. C'est une situation, moi j'ai donné 10 causes tout à l'heure, pour expliquer que quand vous avez un pouvoir d'achat qui baisse, vous avez un taux de chômage qui est très élevé, celui qui trouve du travail fait énormément de concessions, puisqu'il revient à travailler au XVIe siècle.
Hein, vous comprenez? Donc il va accepter le minimum des choses en termes de déclaration pour que son patron ne paie pas les charges sociales énormément. Hein, et lui, il oublie parce qu'il est court-termiste, parce que c'est la conséquence de la fracture sociale, la pauvreté rampante en Tunisie actuellement, c'est que les gens vivent jour le jour. Donc lui, il ne va pas penser à sa retraite. Donc il pense aujourd'hui trouver du travail pour nourrir sa famille. Et donc du coup, il fait des concessions. C'est comme sur le système français où le taux de chômage est devenu structurel. Les gens ne se syndiquent plus. Actuellement, il y a une baisse du syndicalisme. Il dit, écoute, moi, c'est une autre manière de flexibilité qu'on retrouve sur la contractualisation. C'est pour ça que moi, j'ai parlé du contrat de travail, tout ce que la partie travail qu'il faut retravailler. À un moment donné, il faut dire aux citoyens, attention, c'est pour ça, c'est le travail du public aussi, quand on travaille, quand on enseigne, etc., on ne peut pas travailler sans déclaration. Ça devrait être enseigné dans les écoles. Quand je parle de l'éducation, moi tout à l'heure, pour lutter contre l'économie informelle, c'est dans ce sens-là. On peut éventuellement intégrer dans les programmes, mais on ne peut pas. C'est comme on ne peut pas avancer quand il y a le feu rouge. En Tunisie, ils avancent quand il y a le feu rouge. Il y a un problème culturel. Oui, mais ce feu-là, ils l'ont fait, je ne sais pas pourquoi. Non, mais monsieur, vous arrêtez, on reste quand même. Et on ne peut pas aussi travailler si on n'est pas déclaré. Donc, en fin de compte, c'est très important. Donc, vous voyez, le microcrédit, ça, je rejoins, ça, c'est une manière, en fin de compte, de vous mettre à votre compte, d'assumer le risque, etc. Et ça, c'est plutôt orienté vers les femmes. Moi, je vous dis, parce que ce sont les femmes qui payent leurs dettes, qui sont solvables. C'est comme en Afrique, etc. Il y a beaucoup d'expériences. Et ils y vont à se faire parce que les femmes sfaxiennes sont très entreprenantes. Ils font du vélo, ils trouvent des moyens pour pouvoir commercialiser des choses et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ils s'installent à Sfax, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de petites structures qui naissent comme ça, dans l'esprit de se développer en entreprise. Ça ne veut pas dire que quand vous avez un microcrédit, c'est bien d'être répertorié, et vous allez avoir un calice, et vous allez travailler, et vous allez quand même payer forfaitairement, et on va vous suivre sur les déclarations, et on va vous obliger à avoir un compte en banque, et la banque vous suit, et les fiscaux vous suivent, etc. Jusqu'à petit à petit, on vous accompagne. Donc l'intégration, c'est pas l'asphyxie, c'est pas vous tuer et vous décimer. C'est pas ça. C'est ça l'idée qu'a le Tunisien sur l'État, les impôts, etc. C'est vous accompagner. C'est éventuellement vous permettre de travailler dans la clarté, de ne pas travailler éventuellement d'une manière rétrograde. La BERD, en tout cas, elle fait un travail énorme pour ça, parce que, mine de rien, avec des tout petits prêts, ils ne donnent rien sans justificatif. Ils expliquent les règles. Ils font un travail d'éducation que nous n'avons pas les moyens de faire nous-mêmes. Donc moi, je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je crois que notre ami Walid a une question. Et on va prendre 3 questions, si vous voulez bien. C'est Walid, c'est Tahar, et bien entendu, c'est Walid. J'aimerais bien tout d'abord remercier les organisateurs et les intervenants d'avoir évoqué ce sujet en fait qui regroupe, qui croise en fait plein d'autres problèmes à caractère économique et social en Tunisie, particulièrement post-autoritaire, disons après 2011, parce qu'aujourd'hui le contexte démocratique nous permet au moins d'aborder les choses et de dire les choses telles qu'elles sont. La deuxième chose que j'aimerais bien en fait aborder, c'est qu'on dit souvent la Tunisie c'est un petit pays, etc. Et pratiquement au niveau spatial, territorial, la Tunisie n'est pas un petit pays. Mais par contre, oui, c'est un petit pays, par exemple, sur le plan démographique. On n'est que 10 millions de citoyens, ou 11 millions, c'est rien par rapport aux autres États dont on a parlé. On a souvent en fait d'aborder l'Italie quand on parle de ce genre de problème, de tout ce qui est informel, parallèle, en dehors de l'État, derrière l'État, etc. Et
en fait, parfois, on ne donne pas beaucoup d'importance ou on ne se concentre pas assez sur l'approche sociale ou même d'un point de vue anthropologique, en fait, de comment les relations humaines sont régies ou sont organisées dans le cadre d'une société bien particulière. En Tunisie, on est 10 millions. Moi, par exemple, il y a des gens que je ne connais pas ici dans la salle, mais je suis sûr de trouver au moins une personne ou deux personnes en commun en Tunisie. Donc aujourd'hui, en fait, on a généralement aussi l'idée de dire on a un problème de mentalité. Ça, on le dit tous. Quand on parle de tout problème, ouais, c'est une question de mentalité, c'est une question de culture. Mais nous, en fait, on n'a jamais essayé de repenser le système mis en place pour l'adapter à la mentalité. Parce que, peut-être aussi parce qu'à partir des années 80, depuis qu'on a commencé à avoir ces problèmes-là, peut-être parce qu'il y avait tout un système qui a été mis en place qui n'est pas forcément adaptable ou qui est en cohérence avec la société. À l'époque, je ne me rappelle pas très bien, mais si je ne me trompe pas, il y avait les caïds qui ramassaient, qui collectaient les impôts, etc. Et peut-être c'est pour ça que ça marchait. On ne sait jamais, je dis n'importe quoi. Rien que pour essayer de profiter au moins de cette liberté parfois académique ou intellectuelle dans ce genre d'opportunités pour repenser tout, en fait, pour repenser le système, pour repenser le monde, etc. Donc ici, en fait, en Tunisie, parfois, ici, par exemple, si je vais à la préfecture, je ne connais pas les gens, pour moi, je vais vraiment voir une administration, une institution, je vais voir l'État. Mais en Tunisie, si je vais à la préfecture, je vais aller voir mon cousin ou mon voisin, ou je vais voir l'ami de mon ami, etc. Donc si on peut trouver un arrangement pour arranger nos affaires à côté, ben, ça nous facilite la tâche. Donc ça devient pratique parfois. Je dis des choses comme ça, en fait, d'une manière un peu banale, rien que pour vous demander aussi votre point de vue, loin un peu du côté en fait, du cadre, disons, technique, économique, suivant le cadre et le système qui est déjà en place. Merci beaucoup. Merci, Walid. Sita, vous avez une question? Oui, juste une remarque. Par rapport à l'hiérarchisation des problèmes, vous parlez de... C'est très important d'hiérarchiser les problèmes. Vous parlez de fracture sociale et de problèmes de gouvernance. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord parce que la fracture sociale, ce n'est qu'une conséquence d'une mauvaise gouvernance, d'une mauvaise politique. Donc, ce n'est pas au même niveau déjà. C'est très important d'hiérarchiser les problèmes, de faire l'arbre des problèmes. Donc les problèmes au même niveau, les 4-5 problèmes, ensuite avoir des problèmes qui sont induits de chaque grand problème, et inverser l'arbre des problèmes, tout ce qui est négatif devient positif, et obtenir un arbre d'objectifs. Et ça, c'est l'analyse systémique dont vous parlez, et ça va donner la gouvernance justement. Si on a un arbre d'objectifs, et là, il faut que tout le monde participe, il faut que tous les secteurs participent, il faut que tous les acteurs participent à être d'accord avec cette analyse systémique pour pouvoir... Je sais que ça se fait au niveau de départements, je sais qu'au niveau, par exemple, de l'enseignement supérieur, c'est une grande réforme qui est en train d'être faite, et il y a des assises où on a fait participer tous les enseignants, les chercheurs, les syndicats, les enseignants, les étudiants et tout. Et ça se fait au niveau de l'enseignement, ça doit se faire au niveau de la santé, de l'agriculture et tout. Mais ça serait très bien, parce qu'on a tendance à tout mélanger. Les conséquences, on met un problème, les problèmes sur le même niveau, on les met. Donc ça serait très bien si un travail peut se faire, pour une fois pour toutes, structurer les problèmes. Et si on structure les problèmes, on structure les objectifs. Et si on structure les objectifs, on a une bonne gouvernance qu'on peut suivre avec des indicateurs et tout le monde peut être impliqué dans cette analyse. Merci Sita. Avant de répondre, donc, je donne le micro à Sécurine. Merci Simounir et merci aux intervenants. Moi, une petite question par rapport formellement, le secteur formel. Moi, je trouve qu'il y a deux soupapes en Tunisie. Il y a deux soupapes qui permettent à la pression de ne pas atteindre le niveau dangereux. C'est le secteur informel et c'est la caisse de compensation. Au sens où l'État, il ferme les yeux sur ses travaux de subsistance pour une grosse partie des populations faibles et il fournit des produits de subsistance, la semoule, le sucre, le truc, pareil
qui visent à peu près le même public, mais pour des raisons de gouvernance qui est en réalité très mal gérée, au sens où c'est ceux qui ont le moins besoin qui en consomment le plus. Et donc, à mon avis, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'essayer de rediriger cette masse-là, parce que la caisse de compensation, on ne peut pas dire que l'État ne finance pas, il met beaucoup d'argent. Par rapport au budget de l'État, la caisse de compensation, c'est quelque chose de massif. Si on essaie d'utiliser ce budget social, mais dans une façon plus dynamique, parce que là, c'est des dépenses vraiment passives. L'État, il paye, puis tu consommes. Au lieu de subventionner le pain, pourquoi ne pas subventionner le travail? Pourquoi ne pas au lieu de subventionner la farine? Les boulangers, ils utilisent de la farine à bas coût pour sortir du pain à bas prix. Pourquoi on ne subventionnerait pas le travail des boulangers, les charges sociales? Tu vois, redynamiser, ça devrait être des dépenses actives contre le chômage ou contre la pauvreté. Au lieu de dépenses passives, on dépense la consommation. Voilà. Juste une question là, comment rendre un peu plus actives les dépenses sociales? Merci. Juste Je voudrais remercier CETA d'avoir dit qu'en dernière analyse, le problème est politique. Effectivement, la crise sociale est éminemment politique, mais pas politique d'aujourd'hui, de très longue date. Je voudrais juste insister sur une seule chose, je essaierai de me taire. Nous sommes dans une période effectivement troublée, troublante, tout ce que vous voulez, mais ça peut donner l'occasion à tout un chacun ici de réfléchir à ce que c'est économie, sociale, etc., etc. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord sur la faillite d'un modèle économique et social. On y mettra des définitions un peu différentes, selon que, voilà. Mais on est aussi, et j'attire votre attention là-dessus, prisonnier d'un langage. Nous réfléchissons en termes de PIB, de croissance, de machin, sans jamais prendre du recul. Notre langage et les mots que nous utilisons sont malades. Mais ça peut vous donner l'occasion de réfléchir. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'économie? On va vous dire, l'économie, c'est la production de richesse. Non! L'économie, c'est la satisfaction des besoins sociaux, à la limite du plus grand nombre. C'est le bonheur du plus grand nombre. Il faut arrêter de donner des définitions qui datent de Mathusalem. C'est quoi la croissance? Mais la croissance de quoi? De qui? Pour qui? Produire quoi? Eh bien, je referme la parenthèse parce que ça serait trop long, mais c'est l'occasion pour tout un chacun ici de s'immiscer là-dedans et de dire « Mais non, c'est pas une affaire d'experts, c'est moi qui vais vous dire aussi ce que j'en pense. » C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a l'opportunité de réfléchir. Et arrêtons les discussions sur les modèles. Quel modèle pour demain? Il n'y a pas de modèle pour demain. Il y a une perspective. Il faudrait aller par là. Vous savez, on peut ne pas être d'accord, on peut contester un certain nombre d'aspects du moment de l'indépendance nationale. Le fil conducteur de l'indépendance nationale, c'est « nous allons aller par là ». Personne n'a dit exactement comment, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., etc. D'accord? Mais il y avait une direction. Et l'une des points qui a fait le consensus, c'était l'ascenseur social. C'est-à-dire que le plus miséreux des Tunisiens s'est dit « c'est pas grave, c'est pas pour moi, mais ça sera pour mon fils ». Et du coup, ça fédère tout le monde, puisqu'il y a un objectif commun pour tous. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Je ne vais pas polémiquer avec un certain nombre de politiques qui voudraient que la Tunisie soit un grand Dubaï.
Mais ça serait pour qui, ce Grand Dubaï? Pour qui? Pour quel quartier? Qui va travailler dans le port financier? Mais ça n'a aucun sens. Il faut redonner de l'espoir à tout un chacun pour reconstruire un vrai consensus, pas ce consensus à minima qu'on voit aujourd'hui pour gérer le quotidien. Juste très rapidement, je réponds d'abord à madame un peu. Tout ce que vous avez dit est très juste. Moi-même, j'ai travaillé dans des sociétés à Tunis où les 2/3 de mon salaire m'étaient donnés en cash quand j'étais plus jeune. Et c'est parmi les plus grands groupes du pays actuellement. Donc c'est une réalité. Comme je vous ai dit, il y a des sociétés qui ont un pied dans le formel et un dans l'informel. J'ai failli dire le formol. C'est la même chose pour les individus aussi. Donc tout ce que vous avez dit, vous avez juste mis des exemples précis sur le jeune homme, Samah Yasmek, si Walidi. Je suis en ligne complètement. Tout est juste. C'était tellement juste que j'ai oublié même votre question. Si vous pouvez me le rappeler, parce que vous avez dit des choses très intéressantes. Ah oui, bon. Le rapport en fait entre le citoyen et l'État et même la structure de l'État. Oui, bon, c'est un si vaste problème. Je ne crois pas que je pourrais le. Sauf que le bon citoyen n'existe pas. Ouais, non. Le moins, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, d'accord. Si Karim, juste une chose, retirer une béquille pour en proposer une plus intelligente ou qui fonctionne mieux, pourquoi pas. Mais la première est une vraie béquille, c'est-à-dire c'est une béquille du quotidien. Et le problème que vous soulevez, il est à ramener avec les expériences. Il y a beaucoup de pays qui ont réussi à sortir de la dépendance de l'assistance à certains produits, mais il faut faire très attention. C'est pas, en tout cas, à mon avis, c'est pas en période de fragilité extrême comme celle dans laquelle on vit maintenant qu'il faut peut-être essayer cette technique. Le faire par palier. Etc. Moi, ce qui m'étonne, par exemple, c'est quand on voit le prix du pétrole baisser et qu'on n'en profite pas pour diminuer les caisses donc de soutien. Ça m'étonne, qu'il n'y ait pas une vision à ce niveau-là. Juste un mot pour conclure pour ma part, un peu sur tout ce que j'ai entendu. Et pour recentrer la conclusion un peu sur ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'informel. Tant qu'on verra l'informel et les populations qui vivent dans l'informel comme un problème, on s'en sortira pas. L'informel, c'est la plus belle poche de croissance possible pour le pays. C'est-à-dire, si on réalise un jour que tous les gens qui travaillent dans le formel, si on leur donne une véritable chance de citoyenneté, d'investir, il va dégager une telle énergie et une telle volonté dont le pays a besoin, ça sera formidable. Et il pourra dégager une énergie autrement plus redoutable que quelqu'un qui a déjà sa piscine ou sa villa ou son appartement en bord de mer. Donc c'est le potentiel du pays. La solution, ce sont ces populations-là. La solution pour qu'on s'en sorte tous, elle ne viendra pas des gens qui sont déjà bien installés. Donc c'est un potentiel, il ne faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme un vivier de richesse qui est simplement mal encadré. Moi, je veux dire deux mots pour répondre à votre question sur les caisses de compensation, etc. L'État, aujourd'hui, prend conscience pour faire une sorte de cartographie des problèmes. Par exemple, les pauvres en Tunisie sont lesquels? On ne les connaît pas, l'État ne les connaît pas. Donc aujourd'hui, il y a une volonté du ministère des Affaires sociales, ils ont commencé à recenser, etc. On n'est pas là pour faire un procès à l'État, il y a quand même une prise de conscience. Mais c'est récent, c'est de 2017, 2018. Pour pouvoir éventuellement orienter ces aides vers les vrais nécessiteux. Le problème de la Tunisie, c'est que des gens bénéficient éventuellement des aides, or que eux, ils ne méritent pas. Et donc là, en fin de compte, il faut bien zoomer, on a des moyens. C'est pour ça que quand j'ai parlé des systèmes d'information tout à l'heure, c'est pas pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui, les grands informaticiens sont des Tunisiens. Tous les concepteurs de systèmes d'information ici en France qui travaillent à l'Europe sont des Tunisiens. Et quand vous allez en Tunisie, ils ont les dossiers marrons, là, vous voyez, qui fait du bruit, là, qui vous tremballez avec des papiers tout le temps, etc. Ils n'ont pas d'écran, ils ont pas tout le temps
en train de faire des photocopies, d'aller encore dire que c'est vous, de faire une photocopie de votre pièce d'identité, et de encore dire que c'est la vraie pièce. En fin de compte, vous voyez, on est dans un système extrêmement lourd, une mentalité. Quand j'ai parlé des cultures, mais c'est ça, on trimballe. Le citoyen, c'est un fraudeur. L'État n'a pas confiance, donc légaliser, n'a pas confiance. Quand j'ai parlé de la confiance, c'est ça en fin de compte. Quand est-ce qu'à un moment donné, quand vous faites votre photocopie, vous assumez, quand vous donnez votre diplôme, vous assumez. Et aujourd'hui, on a des moyens pour vérifier. On a des moyens, quand vous falsifiez, quand vous faites des choses, le système d'information dit que monsieur n'a pas obtenu, etc. On rentre dans des fichiers, etc. On n'est pas nombreux. On est 10 millions, c'est rapide, 11 millions, c'est rapide. On peut saisir, etc. Donc, en fin de compte, votre remarque, elle est bonne, hein, mais l'État commence à prendre conscience, mais malheureusement, il n'y a pas ce cap-là dont vous avez parlé, le cap d'aller éventuellement vers des trajectoires d'une économie moderne. Une économie qui va utiliser éventuellement les technologies qui existent. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Et ça, c'est malheureux. Je rejoins totalement ce que vous avez dit sur l'espoir, mais je sais très bien que vous êtes un bon keynésien, hein, d'après ce que j'ai compris. Quand Keynes parle des esprits animaux et de l'espoir, de l'anticipation, il parle des chefs d'entreprise, il ne parle pas de l'État. L'État, il est là pour aider les chefs d'entreprise, pour leur donner de l'espoir. Quand il les voit déprimés, il va leur dire, regardez, c'est moi qui vais investir, faire de l'investissement public pour que les autres, ils ne soient pas déprimés et qu'ils viennent et qu'ils investissent. Je suis tout à fait d'accord, mais l'État, aujourd'hui, lui-même, il est souffrant. Il ne donne pas l'exemple. Hein. Il n'est pas en train de faire véhiculer cet espoir pour pouvoir éventuellement donner l'exemple. Quand vous voyez un État qui dépense mal, qui a trop de déficit, qui est endetté, qui ne sait pas payer les salaires, qui allait s'endetter auprès des banques pour payer à la fin du mois et donner les gens, le chef d'entreprise lui dit « Non mais attendez, moi mes impôts vont augmenter, est-ce que je vais au Maroc ou je reste en Tunisie ?» Déjà, il y a beaucoup de tentations dans ce sens. Moi, je suis une entreprise, toutes les entreprises tunisiennes ne sont pas encore développées dans le sens où ils sont restés des entreprises patrimoniales, familiales. À un moment donné, je dis, moi je la ferme, hein. Je m'en fous. Aucun sens de responsabilité, aucune responsabilité sociale. On donne des cours sur des matières de responsabilité sociale de l'entreprise, etc. On a du chemin à faire pour pouvoir dire que j'ai une mission, j'ai quelque chose à offrir. C'est pas que le gain, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas uniquement le gain, il y a une mission, il y a le citoyen, il y a la société, il y a un rôle à jouer, etc. Donc, les banques chez vous. Comment ? Les banques, monsieur, chez vous. Les banques. Les banques, pareil. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit que vous n'étiez pas là, peut-être. L'agriculture, la BNA, j'ai eu une expérience en 2012 sur un investissement à Gatsa, sur le fait, si vous voulez, exploiter les carrières, où le sable est parfait. Il y a eu une magouille pendant 10 ans dans cette zone. Ils me proposent de racheter, ok, mais ils veulent que je rembourse 10 ans d'intérêt. Oui, mais... Quand je vais voir la BEI, je leur propose de baisser, ils me disent, attendez, la BNA, on la finance, ils vous demandent 10 ans d'intérêt, il ferait mieux de repartir. Hein. Oui, ça c'est... Malheureusement, j'ai parlé du secteur bancaire tout à l'heure, et jusqu'à aujourd'hui... Voilà, ça fait partie du problème, c'est qu'il manque beaucoup de transparence. Les emplois dans la région de Gatsa et de Kasserine, on a moins le respect, même par la FRDCM, de vous recevoir, parce que la FRDCM, elle aussi, elle a demandé les intérêts. On a toujours des choses comme ça. Bon, je conclus, en fin de compte, pour dire deux mots. Il n'y a pas de respect, là-bas. Les investisseurs, quand ils vont là-bas, on ne les respecte pas. On se prend pour Ben Ali et on veut des caisses. Merci Eric, on va vous changez de mentalité, vous aurez de la future. Oui. Allez, on y va. Donc dernièrement, pour clôturer, pour moi personnellement, donc il y a un travail de confiance
qu'on doit éventuellement développer. Il faut que l'État change ses pratiques, ses manières de faire, ses manières de considérer les citoyens. Hein. Donc on gouverne toujours, quand vous parlez de la gouvernance, on gouverne toujours avec un système de dictature où il n'y a pas de transparence, on ne dit pas aux gens les choses, et ça c'est malheureux. Et de l'autre côté, il faut que les citoyens jouent le jeu aussi de pouvoir changer de comportement. Ça, ce que l'État, c'est lui, ça lui appartient, c'est de l'argent public, etc. Et c'est comme ça qu'on va réussir les défis du futur. Merci. Merci beaucoup, merci à tous de votre attention. On a pris un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu, mais j'ai l'impression que l'échange a été plutôt enrichissant. Donc désolé si on a retardé votre dîner. Nous continuons sur le sujet de la transparence avec un autre aspect qui compte énormément. Ce sera le 5 avril prochain, ici même. Et la question qui est posée, c'est quel est l'impact de la technologie de demain sur nos emplois d'aujourd'hui? Pour vous donner une idée en 30 secondes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement, pas uniquement en Tunisie, hein, en France aussi, hein, à travers le monde. Et je dirais la guerre de l'intelligence se joue entre les Américains et les Chinois. Les Européens ont une chance, notamment en France, parce qu'on a beaucoup de matheux et on a la possibilité de regagner du terrain et de regagner une partie du retard qu'on a pris. Les Tunisiens en particulier, parmi les Français, les ingénieurs français, font partie des meilleurs dans ce domaine. Je pense que ça peut être utile aussi pour nous. Et par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une bonne partie des métiers, je dirais, pas forcément à très haute compétence, vont devoir disparaître parce qu'ils vont être remplacés par une intelligence qui probablement va dépasser l'homme. Et donc là où on a des difficultés à gérer un chômage à 15%, il va falloir qu'on s'habitue dans 10-15 ans à gérer un chômage à 40, 50, 60%. Et aujourd'hui, on n'y est pas du tout préparé. Donc, si vous avez envie de vous projeter un peu dans l'avenir, revenez le 5 avril.